le 5 septembre 2023. Aux abords de Cuenca, il existe une zone industrielle où presque aucun habitant ne se rend sans nécessité. Autrefois, des entrepôts et de petits ateliers s'y trouvaient, mais des années d'inactivité ont transformé ce quartier en un espace mort. Fenêtres brisées, portails rouillés, hangars vides. L'un de ces entrepôts était sans surveillance depuis longtemps. Les murs étaient bas couverts de fissures, le toit partiellement effondré, et l'intérieur était envahi par les déchets. Parfois, des adolescents des quartiers voisins ou des sans-abri y entraient, mais en général, les gens évitaient cet endroit. C'est là qu'au début de septembre, des ouvriers communaux effectuaient une inspection de routine, et c'est là qu'ils sont tombés par hasard sur ce qui allait devenir le point de départ d'une enquête de grande envergure. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, ils ont remarqué une découverte qui a immédiatement suscité leur inquiétude. Quelques minutes plus tard, ils ont appelé la police. Bientôt, des criminalistes et des enquêteurs sont arrivés sur les lieux et ont confirmé qu'il s'agissait de restes humains. L'entrepôt a été immédiatement bouclé, la zone intérieure a été délimitée, un éclairage a été installé et un examen détaillé a commencé. Les enquêteurs ont enregistré l'environnement, pris des dizaines de photos et noté chaque détail. Une odeur caractéristique se faisait sentir dans la pièce, indiquant clairement que la découverte était là depuis plus d'un jour. Des traces de présence étrangère étaient visibles sur le sol, par endroits des vieux déchets, dans les coins de l'humidité et de la poussière. Tout cela suggérait que l'endroit n'avait pas été choisi au hasard, abandonné, caché des regards, et en même temps accessible à quiconque savait où chercher. Tandis que les experts prélevaient les premiers échantillons et préparaient le matériel d'analyse, la tâche principale était d'identifier la personne retrouvée dans cet entrepôt. Mais pour comprendre la situation dans son ensemble, il faut remonter près d'un mois en arrière. Le 13 août 2023. Un dimanche soir ordinaire. À un arrêt de bus d'un quartier résidentiel, des passants ont remarqué un sac à dos. D'apparence tout à fait ordinaire, un sac d'école, légèrement usé, avec quelques porte-clés à la fermeture éclair. Au début, les gens ont pensé que quelqu'un avait simplement oublié ses affaires. Mais quand le sac a été ouvert, il est devenu clair que ce n'était pas une perte accidentelle. À l'intérieur se trouvaient des manuels, des cahiers, une trousse. Sur la page de garde d'un des cahiers, un nom était soigneusement écrit « Luisa Garcés ». Outre les manuels, il y avait aussi des effets personnels. Une trousse de maquillage, un carnet de notes. À ce moment-là, la trouvaille a été enregistrée comme un objet perdu et remise au poste de police le plus proche, sans lui accorder une importance particulière. Mais, comme le temps l'a montré, c'est précisément ce détail qui allait devenir le premier indice dans la chaîne des événements. 2 découvertes, le sac à dos et les restes dans l'entrepôt abandonné. 23 jours et plusieurs kilomètres les séparent. Au début, cela ressemblait à 2 épisodes sans lien. Une chose est les objets perdus, une autre est les restes humains. Mais dans le travail d'enquête, de telles coïncidences n'existent pas. Les premiers résultats de l'expertise ont déjà réduit le cercle de recherche. Il a été établi que les restes appartenaient à une jeune fille d'environ 14 ans. Cette conclusion correspondait au contenu du sac à dos où tous les objets appartenaient clairement à une écolière. Et surtout, le nom sur les cahiers. Luisa Garcés. La police a commencé à vérifier les bases de données des personnes disparues. Tout récemment, à la mi-août, Luisa Garcés avait effectivement été portée disparue. Sa mère avait signalé sa disparition 24 heures après que Luisa ne soit pas rentrée chez elle. À ce moment-là, il y avait peu d'informations et les recherches n'avaient donné aucun résultat. Maintenant, les 2 sources, le sac à dos d'école et les restes, commençaient à former un tableau cohérent. Afin d'établir définitivement l'identité, les enquêteurs ont ordonné une expertise ADN. Pour comparaison, ils ont utilisé le matériel biologique trouvé dans l'entrepôt et les objets que Luisa utilisait à la maison. Il s'agissait d'une brosse à cheveux,
d'une brosse à dents et de quelques objets personnels saisis dans sa chambre. L'expertise a pris plusieurs jours, mais ses résultats n'ont laissé aucun doute. Les génotypes correspondaient entièrement. Désormais, l'enquête disposait d'un point de départ clair. Les restes découverts dans l'entrepôt le 5 septembre appartenaient à Luisa Garcés, une écolière de 14 ans de Cuenca. La question de l'identité de la victime était résolue, mais l'étape principale restait à venir. Déterminer comment Luisa s'était retrouvée dans le bâtiment abandonné et ce qui s'était passé pendant les 23 jours qui séparèrent sa disparition de la terrible découverte. À partir de ce moment, l'affaire est définitivement passée au stade de l'enquête criminelle. La rue Los Pinos à Cuenca ne se distinguait par rien de spécial. C'est un quartier typique pour une petite ville. Des maisons à 2 étages construites à la fin du siècle dernier, des façades simples avec de la peinture écaillée, des portails en fer derrière lesquels on apercevait de minuscules cours, de petites boutiques où les propriétaires vendaient du pain et des cigarettes, de rares arbres le long de la route. Le quartier était considéré comme calme. Rien de retentissant n'y arrivait. Les gens vaquaient à leurs occupations et les voisins se connaissaient par leur nom. Et c'est dans cette rue que se trouvait la maison de la famille Garcés. Dans les documents officiels, tout semblait simple et clair. 2 personnes résidaient à cette adresse. La mère, Ana Maria Garcés, âgée de 37 ans, et sa fille, Luisa, élève de l'école secondaire. À première vue, une situation tout à fait typique pour un quartier où de nombreuses familles élèvent leurs enfants sans la participation des pères. Tout cela créait une image d'ordinaire, sans rien de suspect. Mais dès le début, l'enquête a compris que derrière la façade d'une vie normale se cachent souvent des détails qui changent immédiatement la perception. Les premiers interrogatoires de voisins ont fourni des informations contradictoires. Beaucoup affirmaient qu'Ana Maria semblait être une femme réservée. Elle ne parlait presque pas, répondait brièvement et s'efforçait de ne pas entretenir de longues conversations. Extérieurement, elle semblait occupée, toujours pressée, s'occupant des tâches ménagères. Un silence régnait dans la maison. Luisa étudiait, aidant parfois sa mère. C'est ainsi qu'un groupe de voisins décrivait leur vie. Mais en parallèle, d'autres témoignages apparaissaient. Les mêmes personnes qui notèrent sa discrétion ajoutaient un détail important. Des hommes étrangers étaient souvent vus dans la maison. Certains arrivèrent le soir, d'autres restaient jusqu'au matin. Les visages étaient différents, parfois répétitifs. Certains voisins se souvenaient même de dates précises. L'un des hommes apparaissait plusieurs jours de suite, puis disparaissait. Ces informations entraient immédiatement en contradiction avec l'image de la famille qui était créée au début. Une mère célibataire ordinaire, élevant sa fille dans le silence, et en même temps, un flux constant d'étrangers. Pour l'enquête, cette contradiction est devenue le premier signal. Le tableau social semblait ambigu. D'un côté, la famille vivait isolée, sans grand soutien. De l'autre, la maison était ouverte aux étrangers. Cela soulevait la question de savoir d'où Ana Maria tirait de telles relations et dans quel but elle invitait des gens chez elle. Lors de l'interrogatoire, la femme a donné une explication. Le procès-verbal contient sa citation directe. « Je louais une chambre pour gagner de l'argent. » Elle en parlait calmement, comme de quelque chose d'ordinaire, sans y voir de contradiction. Ces mots permettèrent d'expliquer formellement à la fois la discrétion et le flux d'hommes inconnus. Une femme introvertie pouvait effectivement louer un logement sans chercher à établir des relations étroites avec ses voisins. Mais les enquêteurs comprenaient, de tels détails sont rarement fortuits. C'est ici qu'apparaît pour la première fois le nom qui deviendra crucial dans l'enquête. Le 10 août 2023, selon Ana Maria, un nouveau locataire a emménagé chez eux. Elle l'a appelé Pablo. À ce moment-là, une nouvelle figure apparaît dans l'histoire qui deviendra centrale avec le temps. Et bien que son apparition ait alors semblé être un événement ordinaire, c'est à partir de ce jour que la vie de la famille Garcés va changer rapidement. Toute l'enquête ultérieure sera liée de près ou de loin à cet homme, et son nom sera maintes fois prononcé dans le dossier.
le 12 août 2023. Soir, environ 19h. Plusieurs voisins de la rue Los Pinos enregistrent la dernière fois qu'ils ont vu Luisa vivante. Elle se trouvait dans la cour de sa maison, parlait avec une amie et est ensuite rentrée à l'intérieur. Cet épisode a été consigné dans le dossier comme une marque officielle, la dernière observation fiable. Tout ce qui a suivi n'est que parole de la mère et supposition. Il n'y a aucune confirmation indépendante. C'est pourquoi, pour l'enquête, ce moment est devenu une sorte de frontière. Avant 19h, nous savons exactement où se trouvait Luisa, mais après cette heure commence ce qu'on appelle la boîte noire des événements, au sein de laquelle se cache la clé. Le jour suivant apporte un nouveau détail. Le 13 août, au matin, près de la maison, à l'arrêt de bus, des habitants trouvent le sac à dos de Luisa. À l'intérieur se trouvaient ses manuels, ses cahiers, ses notes et quelques effets personnels. Tout indiquait que ce sac à dos lui appartenait. Cependant, le lieu de la découverte soulevait des questions. L'arrêt se trouvait à l'écart de l'itinéraire qu'elle utilisait habituellement. Les voisins disaient que Luisa n'avait pas l'habitude de s'y rendre. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans ce quartier, ni de témoin de qui avait laissé le sac à dos et comment. Pour la police, c'est immédiatement devenu un signal étrange. L'objet appartenait clairement à Luisa, mais son apparition dans un endroit inattendu suggérait une mise en scène. La réaction de la mère a suscité un intérêt encore plus grand. Il aurait semblé logique, dans une telle situation, de contacter immédiatement la police. Mais la déclaration n'a été déposée que le 15 août, c'est-à-dire que près de 3 jours se sont écoulés entre le dernier contact visuel et la découverte du sac à dos. Ce délai a soulevé des questions dès le premier stade. Dans les procès-verbaux, les agents notent l'écart de temps entre la disparition et le dépôt de la déclaration est d'environ 70 heures. Un tel comportement paraissait suspect et tout à fait atypique pour une famille ordinaire. C'est précisément ce retard qui a été le premier signal pour l'enquête. Les enquêteurs ont commencé à se demander « La mère ne cacherait-elle pas une partie des informations ?» En effet, en pratique, même quelques heures d'absence non signalées sont une raison pour les parents de contacter la police. Ici, il s'agissait de plusieurs jours. Tout cela ressemblait à une tentative délibérée de retarder le processus. Lorsque la déclaration fut enfin déposée, son contenu orienta immédiatement l'enquête. Ana Maria Garcés ne se contenta pas de signaler la disparition de sa fille. Elle nomma immédiatement le coupable. Le procès-verbal enregistre ces paroles. « Notre locataire, Pablo, l'a kidnappé. Il a disparu. » Pour la police, cela devint une hypothèse de travail toute faite. Un nouveau locataire apparaît. 2 jours plus tard, la fille disparaît et la mère le désigne directement. À ce stade, l'enquête obtint une explication simple et, à première vue, logique. Il s'agissait d'un enlèvement. Les agents ont commencé à travailler selon la procédure standard. Vérification de l'identité du locataire, de ses itinéraires, recherche de traces éventuelles. Le dossier mentionnait un nom, Pablo. La police l'a accepté comme principal suspect. Pour le spectateur, cela semble une version solide. La disparition est expliquée par un étranger entré dans la famille. Mais c'est précisément à ce moment que se trouve le nœud de l'histoire. L'explication simple commence à s'effondrer lorsque l'enquête approfondit les détails. C'est ainsi que l'affaire est entrée dans une nouvelle phase. La première explication officielle est déjà là, le premier suspect aussi. Mais plus l'enquête avançait, moins elle correspondait à cette version linéaire. Et très bientôt, il s'avérera que l'histoire de Pablo n'est qu'une façade, derrière laquelle se cache une vérité tout autre. Lorsque la déclaration d'Ana Maria est parvenue à la police, les agents ont commencé à travailler selon un schéma standard. La première chose que l'on fait toujours dans de tels cas est de vérifier les dires du déclarant. Dans le procès-verbal, elle affirmait que la disparition de Luisa était due à un nouveau locataire qui s'était présenté sous le nom de Pablo. Selon sa version, il aurait disparu de la maison en même temps que la jeune fille et depuis, personne ne l'avait revu. Pour l'enquête, cela ressemblait à un point de départ clair.
S'il y a un nom et une description spécifiques, on peut vérifier la personne dans les bases de données et établir si elle existe réellement. La police a commencé par le plus simple. Elle a envoyé des requêtes aux bases de données de l'État. Les agents ont consulté les listes de résidents de la ville, vérifié les bases de données des services d'immigration et les fichiers criminels. Le résultat a été inattendu. Aucune personne portant le nom de Pablo et les caractéristiques décrites n'était enregistrée dans la ville. De plus, il n'y avait pas de correspondance dans les quartiers voisins. Aucun document confirmant son identité n'a été trouvé. Il n'apparaissait ni sur son lieu de travail, ni dans les registres. Il s'avérait que, dans les sources officielles, une telle personne était tout simplement absente. Pour les enquêteurs, ce fut le premier signal. La version de la mère pourrait être inexacte ou délibérément déformée. Ensuite, l'attention s'est portée sur les voies de départ possibles. Si l'on en croit les dires d'Anna Maria, Pablo aurait disparu juste après la disparition de Luisa. Il aurait donc dû quitter la ville. La vérification a commencé à la gare ferroviaire. Les policiers ont examiné les archives vidéo pendant plusieurs jours consécutifs, notant tous les hommes d'âge et d'apparence correspondants. Aucun d'entre eux ne correspondait à la description donnée par la mère. L'étape suivante, la gare routière. La situation s'est répétée. Plusieurs jours d'enregistrement, des centaines de passagers, mais personne ne correspondait au signalement. À ce stade, l'enquête a dressé un tableau étrange. Si l'homme existait réellement, il n'aurait pas pu quitter la ville par les moyens habituels. Il aurait été filmé par des caméras, des témoins, des caisses. Mais il n'y avait aucune trace. Les enquêteurs ont alors été confrontés à un choix. Soit la mère avait donné des informations erronées sur son identité, soit la disparition de Pablo elle-même était fortement exagérée. N'importe laquelle de ces options remettait en question ses propos. Un tournant important est survenu grâce à un renseignement d'habitants. Lors de l'interrogatoire des voisins, un homme s'est souvenu avoir vu une personne ressemblant au locataire décrit près du supermarché Super Maxi le soir du 12 août. Ce commentaire a incité la police à vérifier les caméras du magasin. Les archives ont été demandées et les enregistrements ont été consultés à l'heure indiquée. Et effectivement, sur l'une des images, un homme, ressemblant fortement à Pablo, a été filmé. Le plus important ici, c'est l'heure et la direction du mouvement. La caméra l'a filmé vers 20h15, c'est-à-dire le soir même où, selon la mère, ils se trouvaient à l'intérieur de leur maison. De plus, l'homme se déplaçait dans la rue dans la direction opposée à la maison Garcès. L'enregistrement ne laissait aucun doute. Au moment où Anna Maria affirmait que Pablo était à côté, les données objectives montraient le contraire. Pour l'enquête, ce fut une découverte capitale. Pour la première fois, une preuve contredisait directement les paroles de la mère. Dans son récit, le locataire était à l'intérieur. En réalité, il se trouvait à quelques pâtés de maison et vaquait à ses occupations. Ce fait a mis en évidence la première fissure sérieuse dans la version sur laquelle Anna Maria tentait de construire sa défense. Ainsi, l'enquête a fait un pas en avant. Désormais, la police ne pouvait plus se fier uniquement à ses explications. La version de l'enlèvement, à première vue simple et claire, commençait à s'effondrer sous le poids des faits. Et c'est précisément à partir de cet enregistrement du Super Maxi que l'enquête a finalement compris. Les témoignages de la mère nécessitaient une vérification minutieuse, ce qui signifiait que le cercle des soupçons s'élargissait et dépassait largement le cadre de l'histoire racontée. Aux premières étapes de l'enquête, la police n'avait qu'une seule version officielle. Anna Maria avait directement désigné la personne qu'elle tenait pour responsable de la disparition de sa fille. Dans sa déclaration, le nom de Pablo fut prononcé. C'est lui qui fut immédiatement au centre de l'attention de la police. Selon la mère, cet homme était dans la maison au moment où Luisa disparut et aurait ensuite disparu. Pour le début formel de l'enquête, un tel scénario paraissait clair. Un nouveau locataire apparaît dans la maison. Peu de temps après, la jeune fille disparaît et l'homme disparaît avec elle. Une version simple et facile à comprendre. Enlèvement.
C'est par là que l'enquête a commencé. La police a soigneusement enregistré tous les témoignages de la mère, comparé les détails, vérifié chaque nuance. Anna Maria parlait avec assurance, sans hésitation. Elle affirmait que le soir du 12 août, Pablo était dans la maison et que c'est à ce moment-là que la disparition avait eu lieu. Ces paroles semblaient une ligne de défense clairement établie qui déchargeait toute la responsabilité sur le nouveau résident. Le procès-verbal conserve sa citation. Il était dans la maison quand elle a disparu. Mais déjà à ce stade, il était important pour les agents de ne pas faire confiance aveuglément aux paroles, mais de chercher des confirmations par les faits. Parallèlement, les agents ont consulté les données des caméras de surveillance, demandé l'accès aux enregistrements des gares et vérifié l'identité de l'homme que la mère appelait le locataire. Et c'est là que les premières contradictions ont commencé. Les bases de données ne contenaient aucune information sur un homme portant ce nom et les caractéristiques physiques décrites. Aucune inscription, aucune mention dans les documents officiels. De plus, l'analyse des enregistrements vidéo a montré que l'homme, ressemblant à Pablo, se trouvait bien en ville, mais pas du tout là où Anna Maria l'affirmait. La preuve clé fut l'enregistrement de la caméra du supermarché Super Maxi. L'heure, le soir du 12 août. La caméra a filmé un homme, physiquement semblable au locataire décrit, dans un quartier situé de l'autre côté de la maison de la famille Garces. Cette image fut décisive. Elle a fourni un alibi à Pablo. Le suspect officiel se trouvait hors du lieu où, selon la mère, les événements devaient se dérouler. Une telle divergence ne pouvait être ignorée. Il est important de noter qu'il ne s'agissait pas d'une supposition indirecte, mais d'un fait direct, enregistré en vidéo. L'enquête a constaté une contradiction fondamentale. La mère dit que Pablo était dans la maison et les données objectives montrent le contraire. À ce moment-là, l'attention de la police s'est déplacée. Si la version de la déclarante s'effondre sur un détail aussi crucial, alors ces déclarations dans leur ensemble pourraient être peu fiables. Les enquêteurs ont commencé à utiliser la méthode d'élimination. Si l'on retire la figure de Pablo, dont la présence à un autre endroit est prouvée, il ne reste que 2 personnes. Il s'agit de Luisa elle-même et de sa mère. Aucune autre personne n'a été enregistrée dans la maison à ce moment-là. Il s'avérait que tout ce qui se passait se ramenait à ces 2 figures, et c'est la mère qui était la dernière personne à avoir vu Luisa. Ce tournant a changé la direction de l'enquête. D'un scénario commode et simple avec un suspect étranger, la police est passée à une version bien plus complexe et désagréable. Le centre d'attention s'est déplacé. Désormais, le principal objet de l'enquête devenait Anna Maria Garces. Chacun de ses mots, chacun de ses gestes, chaque contradiction dans ses témoignages commençait à être notée avec une minutie particulière. C'est ici que l'enquête a pour la première fois sérieusement constaté. La version du locataire n'est pas confirmée, et par conséquent, l'axe de l'enquête se déplace vers la mère. L'enquête, à ce stade, avait accumulé suffisamment de contradictions pour passer des paroles à la vérification des objets. Les enquêteurs comprenaient que seuls les objets pouvaient apporter des réponses impossibles à déformer ou à expliquer. Ils ont donc ciblé 2 objets, à première vue tout à fait ordinaires, mais en réalité cruciaux. Le sac à dos de Luisa, retrouvé le matin du 13 août près de l'arrêt de bus, et le téléphone de sa mère, Anna Maria. Ces objets étaient bien connus de leurs propriétaires. Ils étaient toujours à proximité, et c'est pourquoi les experts espéraient en extraire la vérité qu'il était impossible de cacher. Ils ont commencé par le sac à dos. Il ressemblait à un cartable typique, quelques manuels, des cahiers, de petites affaires personnelles. Mais ce qui intéressait les criminalistes était autre chose. Ils ont soigneusement examiné la surface, vérifié chaque fermeture éclair, chaque poche et chaque poignée. Les premiers résultats de dactyloscopie ont déjà montré que la découverte n'était pas si simple. Des empreintes, claires et non estompées, étaient dit conservées sur le tissu, ce qui indiquait un contact peu avant la découverte. La vérification a montré qu'il ne s'agissait pas seulement des traces de Luisa, mais aussi de celles de sa mère. De plus, les empreintes d'Anna Maria se trouvaient précisément là où l'on tient le sac à dos.
sur la poignée supérieure, la fermeture éclair et les inserts latéraux. Pour l'enquête, c'était un signal alarmant. Selon Anna Maria, le sac à dos était avec Louisa le jour de sa disparition et il aurait ensuite été jeté par l'agresseur. Mais la présence des empreintes de la mère indiquait autre chose. C'est elle qui l'avait tenu après que la disparition soit devenue un fait. Il s'avérait que l'objet n'avait pas été accidentellement perdu ou jeté par une personne étrangère, mais s'était retrouvé à l'arrêt grâce aux actions de la mère elle-même. Cela ressemblait à une tentative de créer l'illusion d'un enlèvement, en déposant une preuve dans un lieu public. Cette découverte a contraint l'enquête à revoir les premières versions. En effet, si le sac à dos s'était retrouvé à l'arrêt non pas par la volonté d'un ravisseur, mais grâce à Anna Maria, alors la version officielle, par laquelle tout avait commencé, s'effondrait. Cela ressemblait davantage à une mise en scène, à une action délibérée visant à induire la police en erreur. Ce sont généralement de tels petits détails qui révèlent la véritable situation, lorsque les paroles ne correspondent pas à ce que les preuves révèlent. Le deuxième objet était le téléphone d'Anna Maria. Les experts ont accordé une attention particulière aux données supprimées, qui passent généralement inaperçues pour un utilisateur ordinaire. Les spécialistes ont restauré les conversations, les messages effacés et les brouillons cachés. C'est là que se cachait l'information qui a radicalement changé le cours de l'affaire. Parmi les messages restaurés, on a trouvé des mots qui semblaient trop troublants dans ce contexte. Somme, solution au problème. Ces phrases avaient été écrites quelques jours avant la disparition de Louisa et ressemblaient à des négociations concernant quelque chose de prémédité. Les messages ne désignaient pas directement les participants au dialogue, mais leur tonalité et l'heure d'envoi parlaient d'eux-mêmes. Il ne s'agissait pas d'une phrase accidentelle, ni d'une conversation quotidienne. Le contenu de la correspondance ressemblait davantage à la discussion d'une transaction. Associé aux empreintes découvertes sur le sac à dos, cela donnait à la version de l'enquête un sens nouveau, bien plus troublant. Le sac à dos que la mère tenait dans ses mains et son téléphone dans lequel restaient des traces de négociation formaient une seule ligne. Il était désormais difficile de croire à la version de l'enlèvement par un inconnu. Toutes les données indiquaient que la disparition de Louisa n'était pas liée à un crime accidentel, mais à un plan prémédité. Et dans ce plan, Anna Maria pourrait jouer un rôle clé. Ainsi, l'enquête a fait un premier pas sérieux par rapport à la version initiale. Il ne s'agissait plus d'un mystérieux inconnu, mais d'un éventuel accord, derrière lequel se cachait la mère. Ce sont ces détails qui sont devenus le point de départ d'une nouvelle étape de l'enquête, où l'attention s'est entièrement concentrée sur Anna Maria et ses actions dans les jours précédant la disparition. La correspondance sur le téléphone d'Anna Maria est devenue pour les enquêteurs une sorte de porte vers un monde clos où tout semblait différent de ses déclarations officielles. Parmi la multitude de messages quotidiens, quelques phrases courtes se détachaient fort du lot. L'un de ces mots était « somme ». Cela ne semblait rien de spécial, mais dans le contexte de l'enquête, chaque détail prenait de l'importance. Un mot qui indique directement un accord financier ne pouvait passer inaperçu. Pour la police, c'est devenu un point de départ. S'il y a une allusion à de l'argent, cela signifie qu'il est possible de trouver une trace documentaire, et les opérations financières passent rarement inaperçues. Les enquêteurs ont agi strictement selon la procédure. Plusieurs demandes officielles ont été envoyées aux banques et aux organismes de microfinance où Anna Maria aurait pu avoir des comptes. Tout a été vérifié. Dépôt, retrait, virement, même les transactions les plus minimes. Un tel travail prend du temps, mais c'est précisément ce qui permet de confirmer ou d'infirmer les soupçons. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Dans l'un des relevés, une opération est apparue, qui s'est immédiatement distinguée. Le 10 août 2023, 500 $ américains ont été versés sur le compte d'Anna Maria. Pour certains, cela peut sembler une somme courante, mais dans le contexte de la famille Garces, qui vivait modestement et où chaque dépense était discutée, cela semblait suspect. Ce qui était important, ce n'était pas seulement le montant du virement, mais aussi la date. L'argent est arrivé le jour même où un nouveau locataire,
se présentant sous le nom de Pablo, est apparu dans la maison. Cette coïncidence temporelle semblait trop précise pour être fortuite. L'enquête a immédiatement noté cette chronologie. Le 10 août, l'argent, le même jour, un nouveau locataire, et 2 jours plus tard, la disparition de Louisa. Ces 3 événements formaient un segment lié entre eux, qui changeait complètement la perception de l'histoire. La version d'un enlèvement accidentel que tentait de défendre Anna Maria semblait désormais beaucoup moins convaincante. Lorsque les experts ont approfondi les détails du transfert, la situation est devenue encore plus étrange. L'expéditeur était une petite organisation de microfinance. Il ne s'agissait pas d'une personne privée, ni d'un parent, ni d'une connaissance, et certainement pas un remboursement de dette au sens habituel. De telles structures sont généralement utilisées en dehors des schémas standards et sont souvent impliquées dans des affaires où l'argent doit être transféré rapidement, sans question superflue. Pour l'enquête, ce fut la clé. La source du transfert ne correspondait clairement pas à l'explication qu'Anna Maria donnerait plus tard. Lors de l'interrogatoire, elle a déclaré que l'argent était le remboursement d'une vieille dette. Ses paroles sonnaient calmement et sûrement, comme si elle s'était préparée à l'avance. Mais les documents ont complètement détruit cette version. Ni son historique financier ne contenait de telles opérations, ni l'organisation elle-même ne pouvait figurer comme source de dette. L'enquête a compris. Cette justification ne tenait pas aux faits. Le mensonge devenait évident, ce qui ne faisait que renforcer les soupçons. Un moment important a été la comparaison du virement avec sa correspondance. Les messages contenant les phrases « somme » et « solution au problème » étaient datés du même jour. Cela semblait confirmer que le virement faisait partie d'un accord. D'abord l'argent arrive, puis les mots sur le problème et sa solution apparaissent, et peu après la disparition de Louisa. La chronologie correspondait parfaitement. Ainsi, l'enquête a obtenu non seulement des preuves, mais une preuve directe du lien entre les actions d'Anna Maria et les événements tragiques. Le virement de $500 n'était plus une opération financière accidentelle. Il est devenu une confirmation matérielle de la version selon laquelle la disparition n'était pas spontanée. Cela ressemblait à une étape planifiée, où l'argent était le prix de certaines actions. Pour les enquêteurs, ce fut un tournant. Désormais, l'attention s'est entièrement déplacée du ravisseur fictif Pablo vers Anna Maria elle-même. Chaque nouveau fait, chaque preuve montrait de plus en plus que ses paroles divergeaient de la réalité. Et lorsque les documents, la correspondance et la chronologie s'assemblent en un seul tableau, il n'est plus possible de nier l'évidence. L'enquête est passée du stade des soupçons à l'établissement d'une version factuelle, où l'argent et la correspondance sont devenus des éléments centraux. Ainsi, pas à pas, la version officielle de l'enlèvement s'effondrait, et à sa place se construisait une nouvelle, bien plus horrible. Désormais, les enquêteurs ne s'intéressaient plus à savoir qui était dans la maison par hasard, mais pourquoi la propriétaire elle-même avait introduit un étranger dans la famille et quel rôle cet argent avait joué dans la disparition de Louisa. La version d'Anna Maria, dès le début, était assez directe. Elle affirmait que tout s'était passé en dehors de la maison. Selon elle, Louisa aurait été emmenée dans la rue, et cela n'avait rien à voir avec le domicile. Le schéma semblait commode. Il lui permettait de se décharger de toute responsabilité et d'orienter l'attention des enquêteurs vers un ennemi extérieur. Mais, pas à pas, les faits recueillis par l'enquête ont commencé à montrer un tableau complètement différent. À ce moment-là, déjà, des empreintes d'Anna Maria avaient été découvertes sur le sac à dos, retrouvé loin de la maison, alors que la logique suggérait que l'objet aurait dû s'y trouver par la volonté du ravisseur. De plus, les experts avaient mis à jour une correspondance supprimée où figuraient des mots tels que « somme » et « solution au problème ». Tout cela laissait déjà entendre que la version officielle de la mère ne résistait à aucune critique. Cependant, il restait une lacune majeure. Si tout ne s'était pas passé dans la rue, où s'était produit l'événement décisif? Pour obtenir une réponse convaincante à cette question, l'enquête a décidé de procéder à une nouvelle perquisition approfondie de la maison Garcès.
Une première vérification des lieux avait été effectuée à la hâte et en se concentrant sur les traces visibles. Cette fois, l'approche a changé. Des criminalistes ont été mobilisés, qui ont appliqué une série de méthodes spéciales pour révéler les preuves cachées. L'un des outils clés était le luminol. Ce réactif est utilisé depuis longtemps dans de telles enquêtes. Sa particularité était qu'au contact de résidus microscopiques de sang, il commence à briller d'une teinte bleu-vert caractéristique. Et ce, même si la surface a été soigneusement lavée ou traitée, la réaction révèle quand même les traces. La perquisition a été menée méthodiquement. D'abord les chambres, puis la cuisine, le salon. Mais le regard des spécialistes s'est arrêté sur le sous-sol. Il semblait trop propre pour une maison d'habitation où la mère et la fille vivaient modestement et ne consacraient pas d'efforts excessifs au nettoyage. Le sol était d'une propreté suspecte, comme s'il avait été lavé récemment et plus soigneusement que d'habitude. C'est là que les criminalistes ont concentré leur attention. Lorsque la pièce a été traitée au luminol et que la lumière a été éteinte, des taches lumineuses ont éclaté dans la pénombre. Elles sont apparues sur le sol en béton à différents endroits, montrant clairement que quelque chose s'était passé ici que la mère avait tenté de cacher. La présence de cette fluorescence ne pouvait à elle seule constituer une preuve définitive. Le luminol réagit à l'hémoglobine et la réaction indique la présence de sang. Mais de qui exactement? Restait une question pour les experts. Néanmoins, pour l'enquête, ce fut un signal très puissant. La version officielle de l'enlèvement dans la rue s'effondrait sous leurs yeux. Il devenait clair que les événements clés s'étaient déroulés dans la maison. Et pas n'importe où dans les pièces de passage, mais précisément dans le sous-sol, où l'accès était limité et où il était facile de cacher les traces. Ensuite, le travail s'est poursuivi en laboratoire. Des échantillons ont été prélevés et le processus d'extraction de l'ADN a commencé. Cela a pris plusieurs jours. Chaque échantillon a subi plusieurs étapes d'analyse afin d'exclure la moindre probabilité d'erreur. Et le 18 août, l'enquête a reçu un document officiel. La conclusion des experts était sans équivoque. Le profil ADN extrait correspondait entièrement au profil génétique de Luisa Garcés. La correspondance était de 100%. Aucune hésitation dans les résultats n'a été observée. Ainsi, la police avait une base solide pour affirmer que la disparition de Louise était directement liée à la maison et que le sous-sol était le lieu où les événements ayant conduit à la tragédie s'étaient produits. Cette preuve a bouleversé toute l'enquête. Il n'y avait plus de place pour les conjectures ou les explications fantaisistes de la mère. Le mensonge concernant l'enlèvement dans la rue a définitivement perdu tout son sens. L'enquête a obtenu un point clair sur la carte où tout s'est passé. La maison de la famille Garcés a été officiellement reconnue comme le lieu du crime. Ce moment a marqué un tournant. Auparavant, les preuves ne faisaient là qu'indiquer indirectement des incohérences dans les déclarations d'Anna Maria. Maintenant, une preuve physique irréfutable est apparue, détruisant littéralement son histoire. Pour la police, c'était le point de départ d'une nouvelle étape, non plus simplement la vérification des paroles de la suspecte, mais la construction d'une image complète de ce qui s'est réellement passé entre les murs de la maison et le rôle qu'y a joué la mère. Au moment où l'enquête a atteint ce stade, il y avait suffisamment de matériel dans le dossier pour construire une chaîne logique qui ne laissait plus de place à des interprétations ambiguës. Chacune des preuves, qui semblait n'être qu'un fragment isolément, s'est transformée en une image cohérente après avoir été comparée. Et le plus frappant, c'est que toutes ces données, obtenues par des moyens complètement différents, convergeaient vers une seule et même figure. Il ne s'agissait pas de coïncidences fortuites ou de suppositions, mais de résultats d'expertise, de procès-verbaux et de vérifications documentaires. L'enquête disposait de données dactyloscopiques, d'expertise génétique, de rapports financiers et de traces numériques. Tous, comme des aiguilles de boussole, pointaient dans la même direction. Le centre de ce schéma était Anna Maria Garcés. Ensuite, l'enquête est passée à la systématisation. Les enquêteurs ont commencé à recueillir les preuves par paires
afin d'identifier les liens internes et la dépendance d'un événement à l'autre. La première connexion a été les traces biologiques et les objets trouvés. Des traces de sang de Louise ont été enregistrées dans le sous-sol de la maison. Ce n'est pas un simple indice, mais une localisation précise. C'est le sous-sol qui est devenu le point de départ pour comprendre que la version de l'enlèvement dans la rue n'avait aucun fondement. Parallèlement, l'expertise du sac à dos trouvé à l'arrêt de bus a montré la présence des empreintes d'Anna Maria. Et ce n'était plus une coïncidence. Il s'est avéré que l'objet, destiné à convaincre la police de la version de l'enlèvement, indiquait en fait une mise en scène. Si l'enlèvement s'était réellement produit dans la rue, la mère n'aurait en aucun cas pu laisser ses traces sur un objet trouvé séparément de la maison. Vint ensuite le tour de la deuxième connexion, qui répondait déjà aux questions « pourquoi ?» et « dans quel but ?» Ici, les documents financiers et la correspondance se sont recoupés. Un virement de 500 $ américains est apparu sur le compte bancaire d'Anna Maria. La somme ne semblait pas astronomique, mais dans un contexte où chaque détail compte, c'est elle qui est devenue la clé de la compréhension des motivations. Le plus important était la date. Le jour du virement coïncidait avec l'arrivée d'un locataire dans la maison qui s'était présenté comme Pablo. Et cela, 2 jours seulement avant la disparition de Louise. Une telle séquence d'événements semblait trop logique pour être fortuite. À cela s'ajoutaient les messages extraits de son téléphone. La correspondance contenait les mots « somme » et « résolution du problème ». Hors contexte, de telles formulations auraient pu sembler ambiguës. Mais, associées au virement d'argent et à la disparition de Louise, elles prenaient un sens tout à fait concret. Elles indiquaient que, quelques jours avant les événements tragiques, des discussions avaient eu lieu concernant les conditions et les accords liés à une action spécifique. Lorsque ces 4 éléments ont été combinés en un schéma unique, une image claire est apparue devant les enquêteurs. Un crime avait eu lieu dans la maison. Pour masquer les traces, le sous-sol avait été utilisé où l'on avait tenté de laver les traces, mais l'élimination complète n'avait pas réussi. L'expertise avait enregistré la présence d'hémoglobine. Parallèlement, une mise en scène avait été entreprise. Le sac à dos avait été sorti de la maison et laissé à un arrêt de bus. Les empreintes d'Anna Maria sur l'objet indiquaient directement qu'elle était l'auteur de cet acte. Dans ce contexte, il y avait eu un virement d'argent et une discussion sur la somme et la résolution du problème. Tout cela, pris ensemble, cessait d'être un ensemble d'épisodes sans rapport et se transformait en une séquence planifiée. La conclusion logique était univoque. L'enquête ne pouvait plus considérer Anna Maria comme une victime. Elle devenait la figure centrale de l'affaire. Dès lors, son statut procédural changeait officiellement. Si auparavant elle était enregistrée comme plaignante et partie lésée, sa position avait maintenant changé. Elle devenait la principale suspecte. Cependant, même dans cette image apparemment construite, un élément restait ouvert. C'était la figure du soi-disant Pablo. Dans les déclarations d'Anna Maria, il figurait comme l'initiateur, l'homme qui aurait pris le rôle d'organisateur. Mais la vérification a montré qu'il n'existait aucune personne avec de telles données dans la base, et les enregistrements des caméras remettaient en question la réalité de sa présence sur les lieux au moment voulu. Pour une image complète, l'enquête devait déterminer si cet homme était un participant réel aux événements ou s'il s'agissait simplement d'un détail fictif ajouté pour détourner l'attention. C'est cette ligne qui restait la dernière échappatoire à laquelle la défense pouvait s'accrocher, tentant de briser la chaîne de preuves bien construite. La figure nommée Pablo est restée dans le dossier comme le seul personnage extérieur, initialement désigné par la mère. C'est autour de lui qu'Anna Maria a tenté de construire son histoire. Un nouveau locataire est arrivé, a vécu quelques jours, puis, selon ses dires, a disparu avec Louise. Cette version semblait convaincante au premier abord, surtout pour les voisins qui avaient déjà vu divers hommes séjourner dans la maison. Mais les enquêteurs comprenaient que tant que cet homme n'était pas retrouvé et que son rôle n'était pas confirmé, l'affaire restait incomplète. Les caméras avaient là déjà enregistré un homme aux caractéristiques correspondantes au moment où, selon Anna Maria, il aurait dû être dans la maison. Mais un simple alibi sur vidéo ne suffisait pas. Il fallait établir précisément qui il était
comment il était arrivé dans la famille Garcés et ce qu'il faisait le jour de la disparition de Louise. La police a suivi la procédure habituelle. Ils ont commencé par l'enregistrement de Super Maxi, qui montrait l'homme le soir du 12 août. Ensuite, grâce au système de caméras de surveillance urbaine, ils ont reconstitué son itinéraire. Il s'est avéré qu'après avoir quitté le magasin, il s'était dirigé vers le marché central et y était resté jusqu'à tard dans la nuit. Ce chemin coïncidait avec les zones où il passait parfois la nuit. Avec l'aide des services sociaux et des propriétaires de plusieurs bars du quartier, les enquêteurs ont recueilli davantage de données. Progressivement, un tableau s'est dessiné. Il n'existait aucun Pablo dans les documents officiels. Le nom s'est avéré être un surnom que lui avaient donné les clients d'un établissement local. En réalité, ils avaient affaire à un homme sans passeport, sans adresse permanente, vivant de petits boulots et de travaux occasionnels. Ils l'ont retrouvé rapidement. Il ne se cachait pas et n'a fait aucune tentative de quitter la ville. De plus, le fait même qu'il continuait à vivre dans des lieux habituels où il pouvait être facilement remarqué a montré qu'il ne se doutait même pas que son nom était devenu central dans l'affaire de la disparition de Louise. C'était un moment clé, contrairement à l'image du ravisseur perfide qu'Anna Maria tentait de lui attribuer. L'enquête a trouvé un homme ordinaire, sans aucun lien avec la disparition. Il a été emmené pour interrogatoire et c'est là qu'il s'est avéré que ses paroles coïncidaient avec les données déjà connues. Il a avoué. Oui, il a effectivement vécu quelques jours chez Anna Maria. Selon lui, elle lui avait proposé une chambre et il avait accepté. Mais il n'avait pas pu s'entendre longtemps. Le soir du 12 août, ils s'étaient disputés. La raison était banale, des questions domestiques, de l'irritation mutuelle. Au cours du conflit, il a fait ses affaires et est parti. Ensuite, il s'est dirigé vers le quartier commerçant et n'est plus revenu. Cela coïncidait parfaitement avec l'enregistrement de la caméra Super Maxi qu'il avait filmé au bon moment et au bon endroit. De plus, les employés du magasin ont confirmé l'avoir vu là-bas ce soir-là. Ainsi, ses paroles concordaient avec les faits objectifs. Il ne se cachait pas, ne partait pas et n'essayait pas d'échapper à l'enquête. Cela détruisait l'image qu'Anna Maria tentait d'imposer. Il s'avérait que tout le temps après la dispute, il était resté en ville et n'avait aucun lien avec la disparition de Louise. Son alibi était confirmé par plusieurs sources, ce qui signifiait que la version selon laquelle il était impliqué s'effondrait complètement. Mais en même temps, son témoignage a ajouté un détail important. Il a déclaré sans détour qu'il avait quitté la maison le soir du 12 août et avait laissé Anna Maria seule avec sa fille. Ce fait, confirmé par la vidéo, est devenu essentiel. La piste de Pablo était désormais définitivement close. Il a cessé d'être un suspect et est devenu un témoin à charge. Ses paroles se retournaient contre Anna Maria. Elle confirmait qu'au moment où tout s'est passé, seules elle et Louise se trouvaient à l'intérieur de la maison. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. La fausse piste ne brouillait plus les cartes. Au contraire, elle servait désormais de support à l'accusation. L'histoire de l'enlèvement par une personne étrangère s'effondrait définitivement. Pablo n'était pas un criminel, mais une personne dont les témoignages ont aidé à établir la vérité. Et à partir de ce moment, l'enquête s'est concentrée uniquement sur une seule figure, la mère. Ses actions nécessitaient l'analyse la plus minutieuse. Le virement de 500 $ était déjà établi par des documents à ce moment-là. Il figurait à la fois dans les relevés bancaires et dans les procès-verbaux de l'enquête. La somme elle-même semblait modeste à première vue. Pour la plupart des gens, 500 $ n'est pas une somme qui peut pousser à quelque chose d'irréparable. Et c'est précisément cette contradiction qui frappait immédiatement. S'il s'agissait d'un crime vraiment grave, pourquoi le prix de la question semblait-il si insignifiant ? Les enquêteurs ont commencé à chercher la réponse à ce paradoxe dans le passé d'Anna Maria, dans sa vie quotidienne, dans les circonstances qui auraient pu rendre même une telle somme significative. En premier lieu, la police a adressé une demande officielle aux bureaux de crédit et aux institutions financières. La réponse n'a pas tardé.
Il s'est avéré qu'Anna Maria était constamment endettée. Plusieurs microcrédits actifs, un certain nombre de paiements de factures en retard, des amendes impayées et des intérêts accumulés. Tout cela créait l'image d'une personne qui avait depuis longtemps perdu le contrôle de ses finances. Les montants des contrats individuels pouvaient ne pas sembler si importants, mais ensemble, ils formaient un sérieux problème financier. Surtout compte tenu de ses revenus instables et de l'absence d'un emploi stable. Chaque nouveau prêt était utilisé pour en rembourser un ancien, mais cela ne faisait qu'aggraver la situation. Les historiques de crédit enregistraient des retards de paiement réguliers et la dette continuait de croître. Pour confirmer ces informations et comprendre comment la situation était perçue de l'extérieur, les enquêteurs se sont tournés vers des témoins directs, voisins, connaissances et collègues de petits boulots occasionnels. Et ce sont précisément ces témoignages qui ont ajouté des détails aux chiffres secs des rapports. Une voisine de l'immeuble d'à côté s'est souvenue qu'Anna Maria avait souvent exprimé des plaintes concernant le manque d'argent, disant qu'elle avait du mal à payer même les achats les plus simples. Une collègue de ménage dans un bureau local a raconté que presque à chaque service, Anna Maria mentionnait des dettes, parlait de nouveaux prêts et demandait conseil pour trouver un autre petit boulot. Une connaissance du bar où elle se rendait parfois a rapporté qu'elle lui demandait souvent d'emprunter de petites sommes, parfois 10 ou 20 $, avec la promesse de les rembourser dès qu'elle recevrait de l'argent. Tout cela, pris ensemble, confirmait sa situation difficile. Le tableau devenait de plus en plus clair. Pour son entourage, Anna Maria apparaissait comme une personne constamment à la recherche d'argent. Pour les banques et les institutions de microfinance, elle était une débitrice en retard de paiement. Pour ses connaissances, une personne qui empruntait régulièrement de petites sommes. Ce n'étaient pas des difficultés ordinaires, comme beaucoup en connaissent, hein? Cela ressemblait à une immersion totale dans l'endettement. Et c'est précisément dans un tel état que même 500 $ pouvaient être perçus non pas comme une petite somme, mais comme une opportunité de redresser un tant soit peu la situation. Pour elle, cet argent avait un poids non pas symbolique, mais tout à fait réel. Il pouvait lui permettre de régler une partie de ses dettes, de rembourser ses créanciers les plus proches et de gagner un peu de temps. Lorsque l'enquête a mis en correspondance la correspondance avec les phrases « somme » et « résolution du problème » avec le relevé bancaire, tout s'est mis en place. Il était désormais clair pourquoi il s'agissait précisément d'une telle somme et pourquoi elle était devenue le point de départ de toute la chaîne tragique. Elle s'est avérée significative non pas en soi, mais dans le contexte de sa vie et de ses dettes. Pour une personne vivant sous une pression financière constante, même ces 500 $ semblaient une issue. Et c'est précisément ce qui expliquait pourquoi Anna Maria avait franchi une étape qui, autrement, aurait semblé impensable. L'enquête a officiellement enregistré le mobile. Dans le dossier, il a été formulé de manière extrêmement claire et succincte. Crime intentionnel, commis par cupidité sur fond de situation financière difficile. Cette formulation unissait tous les faits, le virement d'argent, la correspondance, les dettes et l'état général de la suspecte. Elle soulignait qu'il ne s'agissait pas d'un acte émotionnel spontané, mais d'une action dont les racines plongeaient dans sa vie quotidienne et dans les problèmes accumulés au fil des ans. C'est à ce stade que le deuxième acte de l'histoire a trouvé sa conclusion logique. L'enquête avait tout, des preuves qui réfutèrent la version initiale, une fausse piste qui était définitivement close et un mobile clair, confirmé à la fois par des documents et des témoignages. Il ne restait plus qu'une seule étape, confronter directement Anna Maria aux preuves recueillies. L'enquête se préparait à l'interrogatoire final qui devait montrer si sa version pouvait résister au poids de tous ces faits ou s'effondrerait définitivement sous la pression des circonstances. Anna Maria Garcés entre au poste de police avec un statut totalement différent. Si auparavant elle pouvait se présenter comme une victime, une mère qui prétendait chercher la vérité et exigeait des actions de l'enquête, tout avait maintenant changé. Elle est officiellement convoquée au bureau pour être interrogée en tant que principale suspecte. Et cela se sent immédiatement. Plus de pitié démonstrative de la part des fonctionnaires, plus d'intonation douce. À partir de ce moment, elle n'est plus une victime des circonstances, mais une partie au dossier.
et son sort dépend de ce qu'elle dira et de la façon dont elle se comportera sous la pression de faits irréfutables. Dans la salle d'interrogatoire, une atmosphère particulière règne. Une table, 2 chaises, des dossiers de documents, un dictaphone enregistrant chaque mot, des photographies, des tirages d'expertise, des relevés bancaires, des procès-verbaux d'interrogatoire de témoins sont étalés sur la table. Tout cela est une mosaïque que l'enquête a reconstituée ces derniers jours. Et maintenant, cette mosaïque commence à être montrée à Anna Maria, pièce par pièce, en attendant sa réaction. Les enquêteurs étaient au près. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Cette confrontation devait montrer la solidité de la ligne de défense de la suspecte. Le premier coup est porté immédiatement, sans préliminaire. L'enquêteur se penche en avant et dit « Des traces de sang de Louise ont été découvertes dans votre sous-sol. Comment l'expliquez-vous » La réponse fuse, presque automatiquement. C'est un coup monté. Un seul mot, comme s'il avait été appris par cœur. Elle n'exprime ni surprise, ni indignation. Pas le moindre indice que cela ait été un choc pour elle, et c'est précisément cela qui produit une impression effrayante. La personne ne répond pas comme une mère qui vient d'apprendre une terrible découverte dans sa maison, mais comme quelqu'un qui s'est préparé à l'avance à une telle accusation. Mais l'interrogatoire se poursuit. Sur la table est posée une photo du sac à dos de Louise, sur lequel sont clairement visibles les empreintes d'Anna Maria. L'enquêteur déclare « Ces empreintes vous appartiennent. Pourquoi avez-vous touché le sac à dos qui aurait été jeté par le ravisseur ?» La réponse surprend à nouveau par sa froideur. « Je ne me souviens pas. » Aucun détail, aucune tentative de justification. Juste une courte phrase, dénuée d'émotion. L'enquêteur continue de faire pression. Pablo affirme avoir quitté votre maison le soir du 12 août. Il dit vous avoir laissé seul avec Louise. Et encore une réponse sèche. Il ment. Il essaie de se sauver. Chaque nouvelle preuve est accueillie de la même manière. Déni et accusation des autres. L'image de l'interrogatoire devient de plus en plus évidente. Anna Maria a choisi une tactique de déni total. Elle ne tente pas de construire une ligne de défense logique, n'invente pas de version convaincante, ne cherche pas d'explication. Au lieu de cela, elle nie chaque preuve individuellement, comme si elle espérait qu'en détruisant des maillons isolés, elle pourrait ébranler toute la chaîne. Mais les preuves sont trop nombreuses, trop diverses par nature. Empreintes, sang, correspondances, transactions financières, témoignages. Et toutes mènent à elle. L'enquêteur poursuit méthodiquement. Voici la correspondance de votre téléphone. Les mots « somme »,« résolution du problème ». Comment l'expliquez-vous ? La réponse est comme un mur. Cela ne me concerne pas. 500 $ ont été virés sur votre compte 2 jours avant la disparition de Louise. Anna Maria répond. C'était un remboursement de dette. Et encore une fois, tout se résume à un déni, à une tentative de dévaloriser la signification des faits. Et voici que survient le point culminant de l'interrogatoire. L'enquêteur, comprenant qu'il est inutile de discuter chaque détail séparément, pose une question directe qui n'appelle qu'une seule réponse. Oui ou non. Il la regarde droit dans les yeux et prononce « Êtes-vous impliqué dans la disparition de Louise ?» Un silence tendu s'installe dans la pièce. Sa réponse est consignée au procès-verbal. Je refuse de répondre. Cette phrase sonne comme une dernière ligne de défense. Elle ne dit pas « non », ne nie pas directement, mais se réfugie derrière une formule juridique, celle que ceux qui comprennent que chaque mot peut devenir un piège pour eux utilisent habituellement. Cet interrogatoire est devenu la scène clé de tout le 2e acte de l'enquête. Les enquêteurs ont présenté tout ce qu'ils avaient, sang, empreintes, témoignages, correspondances, argent. Chaque élément pointait vers la même chose, la culpabilité d'Anna Maria. Mais il restait un obstacle insurmontable. Ils avaient tout, sauf 2 choses, les aveux de la suspecte elle-même et la preuve principale, les restes de Louise. Sans cela, il était impossible de clore l'affaire.
C'est pourquoi la fin de l'interrogatoire n'a pas été une conclusion, mais une transition vers la prochaine étape. L'enquête s'était heurtée à un mur. L'interrogatoire était dans une impasse. Anna Maria avait choisi le silence et le déni, et l'affaire était en suspens. Désormais, la priorité principale et unique devenait ce qui pouvait détruire définitivement sa ligne de défense, la découverte des restes de Louise. C'est cette tâche qui est devenue l'objectif de la prochaine étape décisive de l'enquête. L'enquête avait atteint le point où les arguments habituels et les preuves précédentes ne produisaient plus l'effet désiré. L'image des événements avait été reconstituée petit à petit. Il y avait un lieu où l'irréparable s'était produit, des preuves confirmant la présence de Louise au sous-sol, des motifs financiers et des témoignages. Mais malgré cette chaîne dense de preuves, il restait un vide béant, ce qui aurait dû être le dernier et le plus lourd maillon. Du sous-sol, tout ce qui aurait pu sceller définitivement l'accusation avait disparu. Et avec cela, la possibilité de présenter une réalité irréfutable s'était également évanouie. Anna Maria continuait de s'accrocher au seul argument qui lui restait. Elle n'aurait pas quitté la maison et n'aurait rien pu faire sortir. Pour elle, c'était comme une dernière forteresse derrière laquelle elle se cachait, sachant que chacune de ses autres paroles s'était déjà effondrée sous le poids des faits. Mais les enquêteurs comprenaient, la réalité ne peut pas se dissoudre. Si quelque chose avait été enlevé, il devait en rester une trace. C'est pourquoi ils sont passés au travail le plus méticuleux, celui qui est rarement spectaculaire, mais qui résout les affaires complexes. Ils ont commencé à vérifier tous les services de taxi de la ville. À première vue, cela semblait un travail futile. Des dizaines d'entreprises, des centaines de chauffeurs, des centaines de courses par nuit. Qui se souviendrait d'une seule d'entre elles quelques jours plus tard? Mais c'est précisément ce travail monotone et minutieux qui porte ses fruits. Parmi de nombreuses histoires, un chauffeur s'est distingué. Il a dit qu'il se souvenait d'un appel nocturne, car il était inhabituel. Sa passagère, une femme d'âge moyen, lui avait semblé étrangement agitée. Elle regardait nerveusement autour d'elle, parlait par courtes phrases, essayait de ne pas engager la conversation. Mais surtout, elle avait un gros bagage, si lourd que le chauffeur avait involontairement remarqué. Pour une femme frêle, il paraissait excessivement volumineux. Et bien qu'il n'ait posé aucune question, ce détail est resté gravé dans sa mémoire. Le trajet lui-même éveillait également des soupçons. La commande ne menait pas au centre-ville, ni au quartier résidentiel. Le point d'arrivée était un entrepôt abandonné en périphérie. Le chauffeur l'avait remarqué car il était rare d'y aller la nuit. De tels endroits ne sont généralement visités que par des adolescents en quête de sensations fortes ou des vagabonds cherchant un abri. Mais ici, tout était différent. La passagère est descendue, a pris ses bagages et a disparu rapidement dans l'obscurité, sans même se retourner. Le chauffeur n'y a pas prêté attention à l'époque, mais maintenant, en comparant les dates et l'heure, il a compris pourquoi ce cas lui était revenu en mémoire. Quand il a été invité au poste de police, on lui a montré plusieurs photographies. Parmi de nombreux visages, il a désigné sans hésitation Anna Maria Garcés. Sa certitude ne laissait aucun doute. C'était bien elle qui se trouvait dans sa voiture cette nuit-là. C'est devenu le premier témoignage qui la liait directement non seulement à la maison, mais aussi au déplacement nocturne après la tragédie. L'enquête a approfondi ses investigations. Le véhicule du chauffeur a été minutieusement examiné par les criminalistes. À première vue, le coffre semblait propre. Mais sous un éclairage spécial et après une analyse microscopique, des particules à peine visibles, des microfibres, sont devenues apparentes. Elles ont été envoyées au laboratoire, où elles ont été comparées à des échantillons de tissu provenant de la maison Garcés. Le résultat ne laissait aucune place au hasard. Les fibres étaient identiques au tapis qui se trouvait dans la maison d'Anna Maria. Cela signifiait que ce tapis, et donc ce qui y était enveloppé, avait été transporté dans le taxi. Ces deux éléments, le témoignage du conducteur et l'analyse en laboratoire, ont constitué un coup puissant et unifié contre la ligne de défense d'Anna Maria.
Désormais, ses paroles affirmant qu'elle n'avait pas quitté la maison se trouvaient réfutées à 2 niveaux. Premièrement, le chauffeur l'avait vue de ses propres yeux et avait pu l'identifier. Deuxièmement, la preuve matérielle sous forme de fibres excluait toute possibilité d'erreur ou d'omission. Il ne s'agissait pas de souvenirs ou de rumeurs, mais d'une preuve factuelle et tangible. Pour l'enquête, ce fut une véritable percée. Si auparavant ils devaient travailler avec des preuves indirectes, ils avaient en ce maintenant une indication directe de l'itinéraire et du point de destination finale. L'entrepôt abandonné, qui n'avait pas été considéré comme un objet d'intérêt auparavant, est soudainement devenu le principal point d'application des efforts. L'enquête n'avait plus seulement des soupçons, mais une adresse concrète où il fallait diriger les équipes de recherche. Ce moment a changé le cours de toute l'enquête. Si jusqu'alors l'histoire ressemblait à un ensemble de fragments disparates, une transaction financière, un comportement étrange, des traces au sous-sol, elle avait désormais une direction claire. Les enquêteurs comprenaient que l'entrepôt en périphérie de la ville pourrait apporter des réponses aux questions restées sans réponse. Et maintenant, la recherche de la preuve clé n'était plus qu'une question de temps. Lorsque l'équipe d'enquête est arrivée sur le site de l'entrepôt indiqué par le chauffeur de taxi, l'atmosphère de l'affaire a changé définitivement. Jusqu'à ce moment, tout reposait sur un ensemble de preuves indirectes, d'expertise et de témoignages contradictoires. Mais c'est précisément cet endroit qui pouvait apporter ce que l'on appelle le point de non-retour. L'entrepôt semblait mort, abandonné depuis longtemps par les hommes. Les grilles rouillées ne tenaient plus que par leurs gonds. Des restes de vieux meubles et des débris d'équipements gisaient partout. Le sol était couvert d'une couche de poussière mêlée de verres brisés et de débris de construction. Mais derrière cette façade abandonnée se cachait un détail qui bouleversait complètement le cours de l'affaire. Au fond du bâtiment, derrière un tas de planches effondrées, une cachette a été découverte où se trouvaient les restes de Louise. Immédiatement, les actions procédurales ont commencé. Le lieu a été examiné par des experts criminalistes. Chaque élément a été enregistré en photo et vidéo afin d'éliminer le moindre doute sur son authenticité. Des procès-verbaux ont été dressés, des échantillons prélevés, des analyses préliminaires effectuées. Les premières données ont déjà indiqué un lien direct entre la découverte et la maison Garcès. Les experts ont noté le caractère des correspondances, traces de matériel d'emballage, restes de revêtements de tapis, correspondant par sa structure au revêtement de la maison de la suspecte. Tout cela transformait l'entrepôt d'un lieu aléatoire en un point de dissimulation choisi à l'avance. Après cette découverte, l'interrogatoire d'Anna Maria n'était qu'une question de temps. Elle ne pouvait refuser de comparaître, son statut étant désormais celui de principale suspecte. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était tendue. Les fonctionnaires savaient, la confrontation finale approchait, qui devait révéler la réaction de la suspecte face à des faits irréfutables. Pour la première fois de toute l'enquête, il ne restait aucune lacune. Le puzzle était entièrement reconstitué. En premier lieu, on lui a présenté le témoignage du chauffeur de taxi. L'enquêteur a lu en détail le procès-verbal de ses explications, l'heure de l'appel, l'itinéraire, la description de la femme et du gros bagage. Le chauffeur a indiqué que le trajet avait eu lieu la nuit et que le point d'arrivée était précisément l'entrepôt où Louise avait été retrouvée. Quand on a montré à Anna Maria sa signature sous le procès-verbal, son visage a radicalement changé. Mais il était difficile de nier ses paroles. Le chauffeur n'avait aucune raison d'inventer une telle histoire. Vint ensuite la preuve matérielle. Les criminalistes ont présenté les résultats de l'expertise des microfibres. Dans le coffre de la voiture du taxi, des particules de tissu ont été découvertes, identiques par leur composition et leur couleur au tapis qui se trouvait dans la maison Garcès. L'expertise excluait toute possibilité de coïncidence fortuite. Ce fait indiquait que c'est bien de sa maison que le bagage avait été transféré dans le taxi. Désormais, ces paroles selon lesquelles elle n'aurait pas quitté la maison et n'aurait eu aucun lien avec le transport perdaient tout leur sens. Ces deux preuves, mises côte à côte, ont porté un coup puissant à sa ligne de défense.
Les témoignages des témoins et les preuves matérielles disaient la même chose. Anna Maria a elle-même déplacé Louisa. À ce moment, même son avocat comprenait que la marge de manœuvre diminuait rapidement. Elle pouvait continuer à nier, mais chaque mot l'enfonçait plus profondément dans le cadre des accusations. Le moment final est arrivé lorsque l'enquêteur a posé une question directe. La formulation était des plus dures, sans détour. On lui a directement demandé « Avez-vous transporté les restes de Louisa à l'entrepôt ?» Aucune réponse substantielle n'a suivi. Anna Maria a baissé la tête et a déclaré une seule chose : « Je refuse de répondre à cette question. » Pour le procès verbal, cela a été enregistré comme un refus de témoigner. Dans la pratique, cependant, le silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. Dans une situation où les preuves s'alignaient de manière cohérente, son refus n'était pas une stratégie de défense, mais la dernière confirmation de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. L'enquête, à ce stade, avait tout. La scène du crime, le mobile, un témoin, des preuves matérielles, la séquence des actions. Il ne manquait que les mots d'Anna Maria elle-même, mais dans la pratique pénale, ce n'est pas critique. L'affaire était prête à être transmise au tribunal. Ainsi, l'histoire est entrée dans sa phase finale. Le procès restait à venir, où l'accusation devait officiellement consolider tout ce que les enquêteurs avaient recueilli au cours des semaines d'enquête. Et bien que la suspecte n'ait jamais avoué, son silence et les preuves trouvées ont été ce qui a finalement fait basculer l'affaire dans la sphère judiciaire. À ce moment, l'enquête est arrivée à la phase la plus importante. Tout ce qui ressemblait auparavant à un ensemble de faits disparates, de détails non liés et d'étranges coïncidences, s'est transformé en une image cohérente et compréhensible. Les enquêteurs ont assemblé ce qui est appelé le puzzle complet, le mobile, confirmé par des documents et des témoignages, le lieu, prouvé par des expertises, la méthode de dissimulation, confirmée par des preuves physiques, et la mise en scène, démasquée par des vérifications successives. La police n'avait plus de doute. La version d'Anna Maria selon laquelle la tragédie s'était produite en dehors de la maison s'est effondrée définitivement. Il était maintenant important de reconstituer la séquence des événements, de montrer pas à pas comment tout s'était passé. Ce n'est pas une simple formalité. Une telle reconstitution devient le cœur de l'acte d'accusation, la version officielle qui servira ensuite de base au processus judiciaire. La première étape de cette chaîne a été un détail financier. Un virement de 500 $ reçu par Anna Maria peut sembler modeste et peu susceptible de pousser à une décision aussi monstrueuse. Mais dans le contexte de sa crise totale, cette somme a pris une autre signification. Elle est devenue le mobile, le déclencheur, le point de départ de tout le scénario. L'argent est arrivé via une organisation peu connue, et cela semblait déjà suspect à l'époque. Mais c'est précisément cela qui a permis aux enquêteurs de relier les événements ultérieurs en un seul motif. La deuxième étape a été ce que l'enquête a qualifié d'événements clés. L'élimination de Louisa, l'expertise au luminol, les recherches génétiques et les traces trouvées dans le sous-sol de la maison n'ont laissé aucun doute. C'est là que tout s'est passé. Le sous-sol, le sol en béton, les traces cachées qui ne sont apparues que sous l'action de réactifs spéciaux, tout cela est devenu une preuve irréfutable. C'est ici que s'est produit ce qu'Anna Maria a désespérément tenté de nier, inventant des histoires d'enlèvement et de ravisseurs. Vient ensuite la troisième étape, la première tentative de cacher les traces. Louisa reste dans le sous-sol. Anna Maria espère que, tant qu'il n'y aura pas d'accès direct à cet espace, les soupçons ne tomberont pas sur elle. Mais l'anxiété et la panique font leur œuvre. Elle comprend que laisser les choses en l'état est trop dangereux. La police finira par arriver au sous-sol et alors, elle n'aura aucune chance. C'est pourquoi survient la quatrième étape, la mise en scène de l'enlèvement. C'est là qu'intervient le sac à dos, jeté de manière à créer l'illusion d'une intrusion extérieure. Les empreintes dessus sont les siennes, bien que logiquement elles auraient dû appartenir au ravisseur. C'est précisément cela qui est devenu l'erreur fatale. De plus,
Sa correspondance avec des phrases ambiguës, somme, résolution du problème, est ajoutée. Tout cela ressemble à un scénario mal ficelé, où chaque détail devait égarer la police sur une fausse piste. Et enfin, la 5e étape, la plus décisive et la plus risquée. Anna Maria appelle un taxi en pleine nuit, une femme avec un lourd bagage qu'elle s'empresse de transporter dans un endroit éloigné. Le chauffeur, ne se doutant de rien, exécute la commande, et plus tard, ses souvenirs deviennent une partie clé de l'affaire. La destination est un entrepôt abandonné. C'est là qu'elle se débarrasse de ce qui la liait directement au crime. Elle pense qu'elle est maintenant en sécurité. Mais en réalité, c'est cette étape qui a laissé le plus de traces. Le chauffeur, la caméra de surveillance, les microfibres dans le coffre de la voiture, correspondant au tapis de sa maison. Chaque détail a joué contre elle. Ainsi, toute la reconstitution ressemble à une séquence claire d'action d'une seule personne. Réception de l'argent, élimination de Louisa, dissimulation temporaire dans le sous-sol, mise en scène de l'enlèvement, puis transport et élimination. Finale des preuves. Ce n'était pas une explosion spontanée, mais une chaîne de décisions conscientes, chacune la poussant plus loin sur un chemin sans retour possible. Lorsque toutes ces étapes sont reliées, il ne reste aucun doute. Anna Maria Garcés est derrière tout cela. Elle n'a pas été victime des circonstances, ni impliquée par hasard. Elle a été l'initiatrice, l'exécutrice et la personne qui a tenté jusqu'au bout de cacher la vérité. En langage juridique, cela s'exprime brièvement et très clairement. Homicide volontaire, commis par cupidité, avec tentative subséquente de mise en scène et de dissimulation des traces. Cette formulation est devenue la conclusion de l'enquête, inscrite dans l'acte d'accusation, et c'est sur elle que s'est appuyé tout le processus judiciaire ultérieur. Le 10 janvier 2024 a commencé le jour vers lequel tout menait depuis la disparition de Louisa. L'affaire, pleine de rebondissements étranges, de mensonges et de contradictions, est enfin passée au stade judiciaire. C'est ici que devait être prononcé le point final, distinguant les versions et les conjectures de la décision officielle, entérinée par l'État. La salle d'audience était bondée. Journalistes, voisins de la famille Garcés, spectateurs occasionnels attirés par l'histoire retentissante. L'atmosphère se faisait sentir littéralement physiquement. La tension flottait dans l'air et chacun comprenait. Aujourd'hui débuterait le processus qui déciderait du sort d'Anna Maria, une femme, encore récemment considérée comme une victime, et maintenant sur le banc des accusés. La partie accusatrice a adopté une position ferme dès les premières minutes. Le procureur a construit son discours de manière à ce que les auditeurs puissent revivre le parcours de l'enquête, des premiers mots douteux de la mère jusqu'à la dernière preuve qui a définitivement détruit sa version. Il a montré comment une preuve étayait l'autre, comment les empreintes digitales sur le sac à dos confirmaient la mise en scène, comment l'ADN dans le sous-sol confirmait la scène du crime, comment le virement financier montrait le mobile, et comment les témoignages des voisins, du chauffeur de taxi et de Pablo s'articulaient en une seule ligne. Pour l'accusation, il ne s'agissait pas d'une théorie, mais d'une chronologie claire du crime basée sur des expertises et des faits. La défense, au contraire, a tenté par tous les moyens de démolir cette image cohérente. L'avocat d'Anna Maria a mis l'accent sur le caractère prétendument indirect des preuves. Il a parlé de la possibilité d'erreurs d'experts, du fait que les témoins auraient pu confondre les dates et les détails, du fait que le chauffeur de taxi, par exemple, aurait pu se tromper sur l'identité du passager. À un certain moment, il a même tenté de construire une version selon laquelle le véritable criminel n'avait jamais été trouvé et qu'Anna Maria était utilisée comme une victime commode pour clore une affaire retentissante. Mais ces arguments semblaient de plus en plus faibles face aux faits. Chaque argument de la défense s'écrasait contre un rapport d'expertise ou des témoignages concordants. Le tribunal a accordé une attention particulière aux facteurs humains, les témoignages des voisins qui ont signalé le comportement étrange d'Anna Maria, ses sorties nocturnes de la maison, ses appels étranges
et ses plaintes selon lesquelles quelqu'un la surveillait. Pablo, qui a ouvertement raconté la dispute et le fait qu'il avait quitté la maison 2 jours avant la disparition de Luisa, confirmant ainsi son alibi. Le chauffeur de taxi, qui s'est souvenu d'un trajet de nuit, d'un lourd bagage et d'une femme qu'il a ensuite identifiée avec assurance sur une photo. Ces personnes n'étaient pas liées entre elles. Leurs témoignages n'auraient pas pu être coordonnés à l'avance, mais ils se complétaient mutuellement comme des pièces d'un même puzzle. L'aspect technique de l'affaire était encore plus important. Les experts se sont succédé, présentant leurs conclusions. L'expertise ADN indiquait clairement une correspondance entre les traces du sous-sol et le profil biologique de Luisa. Les criminalistes ont présenté un rapport sur les microfibres du coffre du taxi, correspondant au tapis de la maison Garcés. Les experts financiers ont montré les virements sur le compte d'Anna Maria, qui coïncidèrent dans le temps avec les événements clés. Tout cela sonnait de manière convaincante, car cela ne reposait pas sur des émotions, mais sur une science rigoureuse et des documents. À chaque nouvelle preuve, il devenait évident que l'ensemble des preuves s'accumulait contre Anna Maria, ne lui laissant aucune chance. Si l'un de ces maillons pouvait être mis en doute, la défense aurait pu s'y accrocher. Mais ici, tout correspondait. La scène du crime, le mobile, la mise en scène, le transport. Cette image cohérente semblait si complète que rien ne pouvait la détruire. Au final, après plusieurs audiences, le tribunal est parvenu à une conclusion définitive. L'accusation a prouvé qu'Anna Maria n'était pas simplement présente auprès de Luisa le jour fatidique, mais qu'elle avait consciemment organisé et mené à bien le crime. Le tribunal l'a reconnue coupable d'homicide volontaire, commis par cupidité et avec des circonstances aggravantes, mise en scène d'enlèvement, tromperie de l'enquête et tentative de dissimulation des preuves. Lorsque le verdict a été lu, un silence s'est installé dans la salle. Personne n'a été surpris, mais ce moment a tout de même sonné lourd et froid. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tel était le verdict. Pour Anna Maria, cela signifiait la fin de la liberté, la fin des espoirs et une marque indélébile sur son nom. Pour l'enquête et la société, la confirmation finale que la vérité, aussi amère soit-elle, avait tout de même triomphé. L'histoire, qui avait commencé par un appel alarmant concernant une disparition, s'est achevée dans la salle d'audience par une décision sévère et sans équivoque. Tous les masques ont été levés, toutes les versions vérifiées, toutes les ruses déjouées. Il ne restait qu'une seule réalité. Une femme qui se disait autrefois mère est désormais officiellement reconnue comme une meurtrière et privée de sa liberté pour toujours. L'affaire, qui a débuté comme une simple déclaration de disparition, s'est transformée en une enquête de plusieurs mois, un procès et une condamnation retentissante. Elle a été classée dans les archives du parquet comme clause terminée. Toutes les formalités ont été respectées. Les procureurs ont rédigé l'acte d'accusation. Le tribunal a rendu son verdict. La sentence a été prononcée et est entrée en vigueur. Au niveau des documents officiels, cet épisode ne nécessite plus de suite. Le nom de Garcés est désormais à jamais lié à une affaire pénale qui s'est terminée par le résultat le plus sévère possible. Mais derrière les formulations sèches se cache une image bien plus complexe et inquiétante. Pour l'État, c'est un volume de rapports de plus. Pour les enquêteurs, une case cochée pour une affaire résolue. Pour les juges, une procédure de plus achevée. Mais pour ceux qui ont suivi cette histoire, pour les voisins, les journalistes, et même pour les gens ordinaires qui l'ont lu dans les journaux, elle est devenue bien plus. Comme un livre dont une partie des pages est écrite avec du sang et des larmes, et une partie arrachée, restait une tache blanche vide. Avec le temps, la réalité autour a également changé. La maison de la rue Los Pinos, celle-là même où se sont déroulés les événements clés, a été mise en vente assez rapidement. De nouveaux occupants l'ont achetée, ils ont fait des rénovations, rafraîchi la façade, apporté de nouveaux meubles. Aujourd'hui, elle ressemble à des dizaines d'autres maisons du quartier. Le soir, la lumière brille aux fenêtres, on peut voir des vélos près du portail, le linge sèche dans la cour. À première vue, c'est une image ordinaire de la vie de famille. Mais pour ceux qui connaissent son histoire,
cette adresse ne sera jamais un simple point sur une carte. Les voisins se souviennent encore comment un soir la cour a été bouclée par la police, comment les voitures des criminalistes y sont entrées, et comment après tout cela, un long silence a régné dans la cour. Même maintenant, en passant, les gens semblent ralentir le pas. Ils n'en parlent pas à voix haute, mais dans leurs regards, on lit la même chose. Les murs de cette maison se souviennent de plus qu'ils ne sont prêts à en dire. Et pourtant, malgré la condamnation retentissante, des lacunes subsistent dans cette affaire. La première concerne l'argent. L'enquête a établi le fait d'un virement de 500 $ et la coïncidence de cet événement avec des dates clés. Mais elle n'a jamais découvert qui était l'expéditeur. Dans les pièces du dossier, il est sèchement enregistré. Le virement provenait d'une microfinance peu connue. Aucun nom, aucun contact spécifique, aucune historique de compte n'a pu être trouvé. Pour l'enquête, c'est devenu une impasse. Techniquement, le fait de la transaction a été enregistré, mais sa source est restée dans l'ombre. Et bien que cela n'ait pas empêché de mener l'affaire à la condamnation, la question de savoir s'il y avait un commanditaire derrière Anna Maria est restée ouverte. La deuxième lacune est liée à la figure de Pablo. Dans les pièces du dossier, il apparaît comme une connaissance occasionnelle, comme une personne qui s'est trouvée au mauvais moment et au mauvais endroit. Son alibi est confirmé par des caméras, ses empreintes n'ont pas été trouvées sur la scène du crime, ses paroles concordent avec les données objectives. Tout cela l'a disculpé de tout soupçon direct. Mais une question était restée en suspens. Que savait-il ? Son rôle s'est limité à être témoin d'une dispute domestique et à partir. Mais était-il vraiment aussi aveugle et sourd à ce qui se passait autour de lui ? Ou se doutait-il des plans d'Anna Maria, mais a-t-il préféré se taire ? L'enquête n'a pu trouver aucun fait confirmant sa connaissance. Officiellement, il est donc resté dans l'affaire uniquement comme témoin. Mais pour ceux qui lisent entre les lignes, l'ombre du doute persiste. Ces deux aspects non élucidés, l'origine de l'argent et le rôle de Pablo, soulèvent encore des questions. Dans les pièces du dossier, ils sont marqués comme des pistes qui n'ont pas été confirmées. Et cette reconnaissance est en soi révélatrice. Même avec tout le volume de preuves recueillies, même avec une condamnation sévère, le tableau est resté incomplet. La loi s'est limitée à prouver l'essentiel. Qui a commis le crime ? Mais aux questions, pourquoi précisément ainsi ? Qui d'autre aurait pu être impliqué ? Et d'où venait l'argent ? Il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, les dossiers de cette affaire se trouvent aux archives du parquet. Ils contiennent des dizaines de procès-verbaux, des centaines de pages d'expertise, des témoignages, des copies de documents. Tout cela est conservé sous le sceau officiel « clos ». Et dans ces dossiers, il y a tout ce qu'il faut pour reconstituer la ligne principale des événements. Qui ? Comment ? Où ? Et quand ? Mais il manque l'essentiel. Une compréhension complète des causes. Nous connaissons l'exécutant, nous connaissons le mobile, la chronologie établie. Mais nous ne connaissons pas toute la profondeur de l'intention. Si quelqu'un était vraiment derrière. Ainsi s'achève cette histoire, retentissante, terrible, pleine de détails qui resteront longtemps gravés dans les mémoires. Le mystère principal est résolu, le coupable puni, la justice, du moins au sens juridique, est rétablie. Mais de petites questions, comme de minuscules échardes, sont restées sous la peau. Et ce sont précisément elles qui rendent cette histoire encore plus effrayante. Car nous comprenons, la vérité peut être plus vaste et plus profonde que ce qui a été consigné dans les volumes officiels.